Les Flamands parlent des Flamands. Radio Flandre, plus proche ensemble. Voilà, donc aujourd'hui au micro de Radio Flandre, cette fois-ci c'est le micro, c'est pas le téléphone pour une fois. Donc dans le respect des gestes barrières, n'est-ce pas, on est tous masqués. Donc ce qui fait que je reconnais personne, mais bon c'est pas grave. Donc on est ici sur Terre de Game, plus exactement dans la chèvrerie d'Ignace Guéguen qui est concerné comme beaucoup d'habitants de Terre de Game par un projet. C'est un projet assez controversé, on va dire. Et il s'agit en fait de faire des barrages sur des becs, hein, donc ce sont des petites rivières pour ceux qui ne sont pas du coin. Et donc voilà, il y aura des zones inondables et ça va impacter énormément le village. Alors autour de moi donc j'ai Ignace Guéguen qui est donc le propriétaire de la chèvrerie et qui va être particulièrement impacté. Alors Ignace, bonjour. Oui, bonjour, Ignace Guéguen, donc je suis chevrier fromager, installé depuis 13 ans ici à Terre de Game. Et voilà, on développe doucement nos projets et là on fait du fromage depuis 2 ans qu'on vend sur les marchés en direct dans les magasins bio. Voilà. Alors également autour de la table, il y a Dominique Bertillier, donc qui s'occupe aussi d'une association qui s'appelle Terre de Game Patrimoine, et donc qui défend les intérêts du village et tout au moins de l'environnement. Oui, Dominique Bertillier, je suis présidente de l'association Terre de Game Patrimoine. Je m'occupe du patrimoine bâti et également du patrimoine paysager. Et là, nous avons un problème concernant la biodiversité et donc le patrimoine paysager de Terre de Game serait fortement impacté au niveau de ces 2 ZEC prévus sur la Moébec. Alors, on va essayer, moi j'aime pas les acronymes, donc on va essayer de définir ce que c'est que ZEC. Oui, une ZEC, c'est une zone de rétention, d'expansion des crues. C'est-à-dire, ces 2 barrages sont prévus éventuellement pour empêcher des inondations de maisons à Steenvoorde. Mais nous avons, Nicolas en parlera mieux que moi, nous ne sommes absolument pas convaincus de l'utilité de ces barrages concernant la prévention des inondations à Steenvoorde. Et au niveau de Terre de Game, nous aurions énormément de nuisances, tant près des barrages qu'au niveau du village lui-même. Oui, alors il y aura un impact esthétique, mais également aussi sur, justement, on parlait de la biodiversité, donc parce qu'ici on a quand même pas mal d'espèces protégées, tant animales que végétales également. Donc tout ça, alors là, on a tiré un grand trait là-dessus, ça n'est plus protégé ? Oui, il y a 23 espèces, 43. Ah bah alors, tu vois, moi j'en étais, je croyais que c'est 43 espèces menacées. Mais le plus important, c'est de conserver le milieu, parce que les espèces, donc elles vivent dans un lieu. On nous rétorque qu'il y aura des nouvelles plantations qui seront faites, mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est surtout conserver le milieu afin de préserver la biodiversité. D'accord. Alors maintenant, je me retourne sur Nicolas et peut-être tu peux nous expliquer un petit peu toute cette histoire d'espèces et exactement l'impact tel qu'il pourrait se profiler. Oui, disons que il y a sur le lieu du barrage, donc il y a 2 barrages, il y en a un qui fait 90 mètres de long et 2 mètres de haut de mémoire, et l'autre qui nous embête vraiment le plus, qui fait 140 mètres de large et 3 mètres de hauteur par rapport à la berge. Disons que pour construire cet ouvrage, on va ramener d'une part beaucoup de béton et beaucoup de mètres cubes de terre. Donc là, on nous parle de l'équivalent de 3 piscines olympiques de terre qui vient de l'étang de Métrenne qui vont arriver ici à Terre de Game. Et donc, forcément, dans cette phase travaux, on va construire des routes, on va arracher des arbres pour construire les barrages.
Et donc là, on va avoir un impact direct sur la faune et la flore, puisque en phase travaux, forcément, on va, en détruisant des arbres déjà d'une part, mais aussi en faisant passer des centaines de camions, voire des milliers, on va détruire des espèces. On va même dériver la BEC pendant un temps pour pouvoir réaliser les travaux. Et après, il y a un deuxième point qui est complètement... Alors, en fait, ce projet il est soutenu par un organisme qui s'appelle l'USAN. Et c'est cet organisme qui s'occupe de gérer en fait, les becs et éviter les inondations dans notre communauté de communes. Elle a complètement éludé, donc elle a fait une dérogation pour la destruction d'habitats d'espèces protégées. Mais la phase inondation, c'est-à-dire... quand l'ouvrage va être en eau, par intermittence, c'est-à-dire que quand il y aura des crues, on va inonder une surface de 5 hectares derrière la chèvrerie, et quand la crue va diminuer, cette eau va repartir. Donc ça sera des inondations par intermittence, avec un mur de 3 mètres de haut. Donc on imagine bien que tous les nids d'oiseaux, les hérissons, etc., tout ça, ça va être complètement inondé, et on va détruire leur habitat. Et par exemple, nous, on a eu une crue qui a eu lieu fin janvier à Terre de Guêmes. Donc derrière chez moi, il y a un bois. J'ai trouvé trois hérissons qui étaient complètement noyés par ces inondations. Donc on se doute bien qu'il y aura un impact fort sur la faune et la flore avec ce barrage. Mais alors justement, bon, il y a eu des études, oui. Nicolas, porte-parle et président de l'association Terre de Guêmes, notre bien commun. Voilà, je ne sais pas si ça avait été entendu. Voilà, c'est d'ailleurs... Voilà, voilà donc une association qui a été créée en mobilisation contre ce projet, la manière dont il a été fait, la manière dont on n'a pas été concerté. Voilà, donc ça on peut y revenir après. Voilà, donc c'est une association qui existe maintenant et qui fédère pas mal et qui en fait donne la voix un petit peu à tous les habitants qui puissent s'exprimer, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire avant, ou alors par des biais un peu assez opaques et compliqués qui fait que on le vit comme un rouleau compresseur. Voilà, un projet on met en doute l'utilité déjà, justement. Et ensuite, voilà, on souhaite plus de démocratie pour choisir un peu l'aménagement du territoire, quoi, qui soit bénéfique à tout le monde, qui évite les inondations et qui préserve l'environnement. Oui, voilà, parce qu'il y a eu concertation, certes, mais disons que ça s'est passé pendant le confinement. Donc, il n'y a pas eu un accès très aisé. Pour nous, il n'y a pas eu de concertation. Hein. C'était l'information assez opaque. Et voilà, moins ils en disaient, mieux ils se portaient. Et donc du coup, on n'a pas eu accès à l'information. Et dès qu'on commençait à creuser, voilà, mais les délais juridiques avançaient. Et du coup, on s'est réveillé. C'est vrai, on s'est réveillé tard, mais parce qu'on n'avait pas cet accès à cette information, quoi. Voilà. Ouais, c'était un peu glauque. Il y a eu une information qui était légale dans le sens où il y a eu un affichage. Donc, c'est-à-dire que vis-à-vis de la législation, il y avait bien un petit encart dans le journal, une affiche sur la mairie, une affiche sur les zones qui allaient être impactées directement par l'ouvrage. Mais d'un point de vue démocratique, on n'a pas eu d'information de l'USAN où on nous explique le projet. En fait, là, on devient tous un peu des spécialistes de l'hydraulique parce qu'on se penche vraiment fort sur le dossier. Mais à la base, c'était quand même assez incompréhensible, ce dossier. Et donc là, en fouillant, en contactant des gens, des experts, etc., on commence à comprendre. Mais disons que dans l'espace d'un mois, donc là, on a eu 15 jours supplémentaires parce que c'était la pandémie. Mais bon, donc en un mois et demi, on ne devient pas expert d'hydraulique. Surtout en pleine période de Noël où on pensait tous à pouvoir fêter Noël ou pas, dans quelles conditions. On n'avait pas le droit de sortir chez nous sans attestation jusqu'au 15 décembre. Et donc là, en même temps, on nous met ça. Donc oui, je pense que ça aurait été quand même bienvenu que l'USAN vienne faire une présentation aux villageois avant de lancer cette enquête publique. Oui, et alors, sur l'utilité, tout à l'heure, tu évoquais ce phénomène-là. Bon, on va faire... Alors, si on comprend bien, il y a ici, sur le village, il y a 2 becs qui passent et qui convergent pour arriver ensuite sur Steenvoorde. Alors, sur le village, il y a plus que 2 becs. À Steenvoorde, il y a 2 becs qui convergent, qui s'appellent les becs et la Mobec. Mais à Terre de Guêmes, alors, il ne faut pas que je me trompe, mais il y a plusieurs becs, celle qu'on appelle la bec du Rivelde,
il y a la bec qui vient du Mont des Récollets, il y a la bec qui vient du Petit Bruxelles, il y a la bec qui vient du château Ballois anciennement et qui converge ici derrière la chèvrerie pour former la Maubec. Donc, et cette Maubec, après, elle va vers Steenvoorde. Et on a également les becs qui convergent aussi vers Steenvoorde pour former ensuite les becs. Parce que il est bien connu que, j'avais les chiffres, il me semble que c'est un facteur 2 en termes de débit, mais la Maubec est 2 fois plus petite en débit que les becs. D'accord. Et le terme Moëbec veut dire rivière en flamand, donc veut dire rivière fatiguée. Ce qui veut bien dire que c'est une rivière enfin une petite rivière, hein, ça fait à peine 1 mètre de large, qui coule doucement à travers des prairies et du bocage, et donc c'est justement ce que nous voudrions préserver. Ouais. Et donc, oui, c'est rien, c'est un téléphone. Bon, ce sont des trucs qui arrivent. Oui, donc en fait, actuellement, donc le but de ce projet, c'est d'éviter qu'il y ait des inondations à Steenvoorde. Mais est-ce qu'il y a vraiment autant d'inondations à Steenvoorde ? Bon, alors en fait, historiquement, il y a eu des inondations à Steenvoorde, notamment il y a eu la grosse crue de 1991, où je me rappelle avoir vu des images où on faisait du bateau sur la place de Steenvoorde. Et on n'a jamais vraiment su pourquoi il y a eu ces inondations. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que finalement, ça s'est passé un problème aussi en aval de Steenvoorde, où il y avait des écluses qui avaient été fermées et que l'eau ne pouvait pas s'évacuer. Donc moi, je n'ai pas toute l'historique. La dernière grosse inondation à Steenvoorde qui est évoquée, elle date de 2012, où il parle de 80 maisons qui avaient été inondées rue Neuve et rue de Terre de Guême. Donc là, l'ouvrage qui est conçu, ici, c'est pour les crues vicennales. Donc, c'est-à-dire les crues qui ont lieu tous les 20 ans. Et il se trouve qu'on a des hydrogrammes et on sait une crue vicennale, selon les calculs hydrauliques qui ont été faits, on sait jusqu'où la rivière doit monter, la Maubec. Et donc, le fin janvier, ici à Terre de Guême et partout en Flandre, on a eu beaucoup de pluie. Et il se trouve que la Maubec est montée. Et donc, on avait des inondations au centre-village, donc pas dans les habitations, mais quand même au ras des habitations. Il y a des endroits où c'est monté sur plus de 1 mètre. Il y avait des bancs dans les jardins qui étaient complètement inondés. Et donc, on a fait constater, en fait, par huissier, ce qui se passait dans notre village. Donc, on est inondé en centre-village. On est inondé en amont du village, on est inondé. Et en aval aussi, parce que derrière la chèvrerie, il y a des inondations. Et donc, on a relevé le point d'inondation ici, à l'arrière de la chèvrerie. On a mesuré 20 mètres, de 20,2 mètres pour être précis. Et en fait, ça correspond pile poil au calcul de l'usane pour la crue vicennale. Ça constaté par huissier. Oui, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? On est allé voir à Steenvoorde et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas particulièrement d'inondation à ce moment-là. Et en fait, en fouillant le dossier, on s'est rendu compte de pas mal de choses. D'une part, en fait, le commissaire enquêteur, quand il rend ses conclusions, il dit l'objectif de l'ouvrage, c'est protéger les 300 maisons en zone inondable à Steenvoorde. Sauf quand on regarde le bureau d'études, en fait, ce qu'il a fait, en fait, il explique clairement que ça va protéger 27 maisons à Steenvoorde. Donc 27 maisons, c'est pas rien, mais c'est quand même beaucoup moins que 300. Après, quand on regarde le cadastre et les 27 maisons, en fait, c'est pas des maisons tout le temps, c'est des abris de jardin, c'est aussi des garages, c'est des fonds de jardin. Et donc, en fait, quand on regarde le document qu'a déposé l'USAN pour faire la demande d'autorisation environnementale, en certifiant sur l'honneur la véracité de leurs propos, il n'est plus question que de 11 maisons. Donc, on passe de 300 à 11 maisons. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que finalement, là, on était dans les conditions de la crue vicennale et il ne s'est rien passé à Steenvoorde. Donc, pour nous, ça protégera 0 maison. Parce que quand on est au-delà de la crue vicennale, le barrage, on ouvre les portes et on laisse passer l'eau. Parce qu'on ne va pas inonder Terre de Guême non plus. Donc, pour nous, cet ouvrage, il n'a pas d'utilité publique. D'accord. Alors, en fait, on va fabriquer un... Alors, le barrage, c'est combien ? 300 mètres ? Non, 140 mètres de large et 3 mètres de haut.
Ah ouais. Et donc ça va ressembler au canal de Suez ici derrière. Alors. Mais en fait, ça me fait penser au canal de Suez parce qu'en fait, on peut comparer un peu les volumes de terre qu'on va enlever avec ceux justement qu'on a utilisés pour dégager le bateau, quoi. Donc, et en fait, c'est un peu comparable. Donc, pour vous dire un peu l'immensité, en fait, on calcule pas le nombre de tonnes de CO2 aussi qu'on va produire pour déplacer toute cette terre, etc. Donc, environnementalement, c'est incroyable, quoi. Parce que moi j'ai une petite question corollaire, mais bon, je connais bien Terre de Game, je connais aussi la largeur des chemins, je connais aussi les voies d'accès. Comment on va faire pour ramener des 38 tonnes ou des camions bennes, etc. Et on les fait passer où? Eh ben, on va créer des routes. Et notamment le GR128, en fait, on va bétonner le GR128 pour faire passer des camions, quoi. Donc oui, on va créer des routes. Et donc, cette boue va être stockée. C'est pas de la boue, c'est de l'argile qui sera stockée, donc qui va venir de l'étang de Métrenne et qui sera stockée à l'entrée de Steenvoorde pendant, je sais pas, quelques mois. Quelques mois avant d'être transportée pour la fabrication du barrage à Terre de Game. et ça, c'est un projet. Alors bon, imaginons, enfin, on ne sait pas. Est-ce que finalement c'est décidé, ça y est, c'est foutu, ils vont le faire, ou il y a encore des débats là-dessus? Il y a encore des débats. Ignace, tu veux parler? Il y a encore des débats dans la mesure où, au final, en fait, il faut trancher sur 2 points. L'enquête publique, elle portait sur, d'une part, l'utilité publique et la demande d'autorisation environnementale. Donc là, on a un commissaire enquêteur qui a donné son feu vert pour les deux. Mais le commissaire enquêteur n'a pas le dernier mot. En fait, lui, il est là pour, prendre les avis des gens et un peu les synthétiser. Et en fonction des éléments qu'il avait, il a donné un avis favorable. Donc moi, je remets en cause cet avis favorable puisqu'il écrit en toutes lettres dans son rapport que cet ouvrage va protéger 300 maisons en Steenvoorde. Donc pour moi, il n'a pas bien compris le problème. Mais en même temps, c'est quelqu'un c'est pas un expert pour tout ce qui est bec et hydrologie, on va dire. Et c'est-à-dire que n'importe qui peut devenir commissaire enquêteur sans avoir vraiment de compétences en hydraulique, quoi. Donc, par contre, donc maintenant, les gens qui vont décider sont le sous-préfet pour l'utilité publique et le préfet du Nord pour la demande d'autorisation environnementale. Et il y a déjà des discussions qui ont été entamées avec ces gens-là? Oui. Et il y a aussi la CCFI qui est quand même le donneur d'ordre de Lausanne, de la politique de Lausanne. Et ça, on peut y revenir après. Oui. Non, Oui. Ce que veut dire Ignace, c'est que là, en fait, on a eu la chance de pouvoir rencontrer une fois le sous-préfet pour l'alerter. Lausanne, on n'a pas encore eu franchement de discussion avec eux. Le sous-préfet va nous recevoir une deuxième fois avec Ignace, ça sera mercredi prochain, où on sera en présence du sous-préfet, de la DDTM, donc grosso modo, c'est les représentants du préfet pour l'environnement. Il y aura Lausanne, la mairie de Terre de Game et de Steenvoorde. Donc là, on va pouvoir s'exprimer. Mais en fait, on a essayé, donc on a pu discuter avec plein de gens. Donc la députée qui nous soutient, aussi Madame de Temmerman qui a été sensibilisée à notre problématique. Par contre, des décisionnaires qui sont la CCFI, on a réussi à parler avec personne. Ils nous ont dit, on a délégué la compétence à Lausanne, c'est plus notre problème, alors que la CCFI a un rôle majeur dans cette histoire, c'est elle qui décide in fine. C'est-à-dire que même si le préfet donne son accord, si la CCFI dit on arrête, ça s'arrête là. Donc c'est pour ça qu'on les interpelle aussi un petit peu. Qu'ils assument leurs responsabilités de est-ce qu'ils souhaitent gérer l'environnement et l'aménagement du territoire comme ça, ou bien ils souhaitent le faire autrement, comme nous, on propose d'autres manières de faire et d'autres manières de vivre la démocratie autour de ces projets-là, de nos biens communs, comme on le dit. Et aujourd'hui, ils bottent en touche, ils se déresponsabilisent. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. On veut mettre la pression là-dessus pour que, maintenant, affichez-vous en fait sur la manière dont vous voulez gérer. En plus, c'est une nouvelle équipe.
à la CCFI. Bon, voilà, aujourd'hui, on a besoin qu'ils s'engagent et qu'ils soient responsables de ce qu'ils font, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu chacun se cache derrière le voisin ou alors l'organisme qui est délégué ou machin. Mais non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, quoi. Parce qu'au-delà de l'utilité même, j'allais dire, et du bien fondé de ce projet, il y a une réalité, une décision qui est purement politique. Il y a une remise en cause en fait des réflexions qui ont été faites depuis de nombreuses années, hein. C'est vrai que c'est un projet qui est réfléchi depuis une dizaine d'années, avec des contours de la fois parfois flous, avec des différentes hypothèses étudiées. Après, on ne sait pas l'une pourquoi elle a été abandonnée, l'autre pourquoi elle a continué. Vraiment, bon, on a beau creuser le sujet, on est encore loin d'avoir tout compris, quoi. D'accord, donc ça sous-entend qu'il y avait des alternatives à ce projet, il y avait différentes études qui ont été menées et qui ne donnaient pas les mêmes solutions, les mêmes mises en œuvre. Je ne sais pas qui veut... Oui. Oui, le projet, il y a eu des projets qui ont été établis depuis une dizaine d'années, mais Lausanne, dans d'autres communes environnantes, travaille toujours de la même façon, c'est-à-dire ils travaillent sur des modélisations informatiques et ils ne viennent pas voir sur le terrain ni le lieu, voire simplement le lieu où ils doivent implanter l'ouvrage, ni même l'expérience des riverains ou des habitants qui eux peuvent aussi avoir des idées. Lausanne n'a fait aucune présentation aux habitants de Terre de Guêmes du projet là qui doit se réaliser. La seule présentation a été faite au conseil municipal une fois que l'enquête publique a été terminée. Et que tout le dossier est ficelé. Voilà. Et que tout le dossier... En janvier, il y a 2 mois. Oui. Ouais. Donc en fait, il y a même carrément, pourquoi hésiter à le dire, il y a même un problème de démocratie dans cette affaire-là. Tout à fait, parce que c'est là où on peut absolument remettre en cause l'utilité d'une enquête publique. Parce que nous avons émis des avis sur cette enquête publique. Le laps de temps qui nous a été imparti et sans vraiment connaître le dossier, parce que depuis on s'est documenté, mais à ce moment-là, nous on était, comme disait tout à l'heure Nicolas, au moment des fêtes de Noël, avec simplement 4 petits panneaux jaunes nous disant il y a une enquête publique, on ne savait pas quoi, et Ignace, lui, directement concerné, n'a pas été non plus vraiment... comment dire, Lausanne n'est pas venue le voir pour... C'est moi qui ai été leur demander qu'est-ce que vous pensez faire, qu'est-ce que c'est que cette histoire, machin. Et ils sont venus prendre en fait ce que moi, comment je vivais mes pâtures, comment je vivais ici. Mais après, je n'ai pas eu d'informations sur que j'allais être exproprié, que j'allais avoir une inondation qui allait prendre 30% de mon terrain. Et l'eau ne s'arrête pas. L'eau de surface s'arrête à un endroit, mais après, toute la terre, elle est imbibée. Donc, et ça, je ne pouvais pas le savoir, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on m'a toujours dit, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas impacté. Vous aurez des réponses. Mais donc du coup, j'ai jamais eu d'informations. Je savais qu'il y avait des études qui étaient faites, mais rien de défini. Et toujours, on m'a dit ça. En fait, pour revenir à Ignace qui est directement impacté aujourd'hui avec le projet actuel, en fait, on lui rétorque que ça fait 10 ans que ce projet était en place. Sauf que quand on regarde finalement les calculs de Lausanne, on ne sait pas pour quelles raisons obscures, parce je dis les calculs, on ne les a pas, les calculs, on a juste des hydrogrammes. Et en fait, il a toujours été dit pendant des années qu'il fallait 30 000 m3 pour protéger Steinvord des inondations. Et tout d'un coup, ils nous disent on a modifié les paramètres topographiques dans notre même logiciel et c'est plus 30 000, c'est 47 000 m3, sans autre explication. Et donc, en fait, quand il y avait 30 000 m3, Ignace, il n'était pas impacté parce qu'il fallait un mur de 2 mètres là-bas sur la Maubec pour éviter les inondations. Enfin, moi je dis que ce projet est inutile, mais soi-disant pour éviter les inondations à Steinvord. Et là, avec un mur de 3 mètres, forcément, ça arrive derrière chez lui et il perd 30% de ses terres par inondation. Et on lui propose, pour arrêter son activité, en tout et pour tout, 6 000 €.
Ah oui, quand même, oui. Oui, on rigole, mais bon, voilà, c'est... Ah non, Voilà, ils ont pas... Voilà, c'est un élevage, hein, un élevage pour que les bêtes, elles soient... Ouais, le bien-être animal, c'est les bêtes qui sont dehors, qui broutent de l'herbe. Voilà, pour gérer un pâturage, il faut que, voilà, que les bêtes ne pâturent pas toujours au même endroit. Donc, un pâturage tournant, c'est une manière la plus efficace et on va dire saine de gérer à la fois un troupeau et la pousse de l'herbe et les parasites et les maladies qui peuvent survenir. Voilà. Si artificiellement, parce que c'est bien artificiellement de gérer de l'eau de manière artificielle avec ce barrage, eh ben on va de manière imprévisible, on va dire, surinonder du terrain qui deviendra inexploitable pour l'usage que j'en fais. C'est-à-dire inonder, ok, 24 heures, 48 heures, bon, ça à la limite, on peut mettre les bêtes de côté un moment, mais sauf que la terre, déjà, elle va être trempée, elle va subir les pollutions qui descendent du village et qui descendent des champs aux alentours, hein, ce ne sont pas tous des champs bio, par exemple, et puis... l'humidité, et puis au niveau des parasites, au niveau de l'humidité qui va rester dans le sol, ça met pas 24 heures à repartir, hein, ça met 10 jours ou plus, quoi. Donc ensuite, moi, quand je peux y remettre mes bêtes, si mon circuit de pâturage, voilà, j'ai pas non plus 10 hectares, hein, je suis pas aussi souple que ça. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une épée de Damoclès qu'on me met en disant, bah, soit il n'y a pas de problème pour vous, vous pouvez donner du foin en chèvre. Non, ça fonctionne pas comme ça. En plus, je suis en bio. Donc soit mes chèvres, elles sont dehors, elles vont pâturer des pâturages humides et elles seront malades. Soit je dois les rentrer parce que c'est trop humide, et à l'intérieur, bah, elles ont des problèmes pulmonaires, ou alors je perds mon label bio parce que mes bêtes ne sortent pas. Voilà. Ouais, donc on peut même dire que c'est carrément l'exploitation ici de la chèvrerie qui est menacée. Je leur explique comment on travaille, voilà, un petit élevage sans besoin de trop de surface non plus, mais en même temps il faut quand même ce qu'il faut pour le bien-être animal et pour l'état sanitaire du troupeau. Et aujourd'hui, je n'ai aucune réponse. C'est incroyable. Aucune réponse. Donc bon. Ah oui, peut-être qu'ils vont me proposer quelque chose, mais je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quelle solution ils vont trouver, parce qu'il y en a pas. Il y a quand même une forme de mépris et puis de... Ah bah, c'est ça qui est incroyable. C'est que, au-delà du fait qu'ils ne nous informent pas pour avancer faire avancer leur position, bon, pourquoi pas, c'est une méthode. Mais après, vous inquiétez pas, vous ne serez pas impacté. Et après, on va vous trouver des solutions. Mais aujourd'hui, on est quel jour j'ai aucune solution alors qu'ils voudraient signer tous les papiers. Au niveau du préfet, ça va être acté. Moi, j'ai personne qui est venu me revoir en disant on a une solution. La solution, c'est quoi? C'est que mes bêtes puissent sortir sur des terres qui sont gérées naturellement avec une proximité, quoi. Alors, qui a le mot de la fin dans cette affaire en définitive? C'est dans les mains de la CCFI. Eux sont les seuls à pouvoir s'opposer. D'abord le préfet, d'abord le sous-préfet, et in fine, oui, la CCFI, elle peut tout arrêter. Et après, ça sera le tribunal administratif où on va essayer de faire arrêter les travaux d'abord en référé. Et si ça ne va pas, on continuera, mais on ira au tribunal administratif si jamais on doit aller jusque-là. Moi, pour revenir aux problèmes d'Ignace qui peuvent, pour solutionner en fait sur son exploitation, c'est aussi d'étudier les solutions alternatives. Et le problème, c'est que Luzanne, elle se bute parce qu'elle a travaillé tout seule dans son coin, sans en parler aux habitants, de ce problème, de cette ZEC-là qui était, à l'arrière de l'exploitation, alors qu'il y a des solutions possibles sur les becs, il y a des solutions possibles en amont du village, mais en fait, on nous dit c'est pas possible, c'est trop pentu, alors que moi j'ai des photos, constat d'huissier, on avait 1,7 hectare en amont du village qui était complètement inondé et qui est une zone d'expansion de crue naturelle, donc on pourrait retenir des milliers de mètres cubes là, mais ça, en fait, c'est balayé d'un revers de main, on dit c'est pas possible, c'est trop cher, mais c'est pas étudié, alors qu'il y a d'autres solutions. Et je pense enfin que Steenvoorde pourrait prendre aussi sur son territoire une partie de ces rétentions d'eau et qu'il n'y a pas de raison que de mettre tout sur le village voisin, toutes les nuisances, alors qu'il n'y aura même
aucun avantage. Même les maisons de Terre de Game qui sont proches de Saint-Vord ne seront pas préservées par cet ouvrage. D'accord. Alors, on va... Ce qu'on souhaite également, c'est qu'il y a plein de solutions. On n'est pas expert, on va dire, aujourd'hui de la gestion de l'hydraulique. Mais après, il y a du bon sens. Aujourd'hui, plus il y a de haies, plus les drains sont gérés d'une certaine manière, plus la bétonisation est limitée, plus les fossés sont curés. Voilà, les inondations, la terre, les champs, les pâtures, elle retient l'eau pour qu'il n'y ait pas d'inondation soudaine et artificielle. C'est ça qu'on souhaite pas. Et tout ça participera à la beauté du paysage, à la biodiversité. Et la biodiversité, ça permet une des meilleures santé des champs aussi, des cultures et de l'élevage, quoi. Je pense que Terre de Game, village patrimoine aussi, le bocage flamand, il n'y a plus grand-chose qui existe. Ben justement, profitons en tout cas de cette mise en lumière pour un peu proposer d'autres manières. Mais du coup, là, il ne suffit pas de travailler dans son coin. Il faut mettre en lien toutes les associations et les habitants qui, je pense, seront très intéressés positivement pour résoudre ces problématiques-là, quoi. Ok, je pense que le message est bien passé. Bon, là, l'émission touche à sa fin, voilà. Mais on y reviendra et n'hésitez pas à nous contacter, Radio Flandre, et on se fera l'écho de vos démarches et de vos avancées et j'espère aussi de vos succès. Voilà. Eh bien, merci à vous trois. Donc, merci. Ignace, merci. Dominique, merci, au nom du patrimoine, donc. Et puis Nicolas, merci aussi. Terre de Game Notre Bien Commun, l'association qui vient de se créer et qui est sur Facebook, Terre de Game Notre Bien Commun. On a 2600 personnes qui nous suivent actuellement. Parfait. On mettra de toute façon les liens sur notre chaîne et également sur notre page Facebook. Donc il n'y a pas de problème. On reste en contact en tout cas. Et Radio Flandre ne vous lâchera pas là-dedans. Merci. Allez, bonne journée. Radio Flandre, la radio qui nous ressemble.